Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je vais vous présenter le résumé du livre Père riche, Père pauvre. Êtes-vous parfois anxieux à propos de l'argent? Vous sentez-vous souvent mal préparé à gérer vos finances personnelles? Peut-être avez-vous une dette énorme sur vos cartes de crédit, ou peut-être avez-vous tellement peur d'y entrer que vous n'avez jamais ouvert de carte de crédit du tout, même si vous avez vraiment besoin de bâtir votre crédit. Quel que soit votre problème, le malaise financier peut créer de nombreuses limitations handicapantes. L'auteur dans ce livre observe que notre état d'esprit est la première et la plus significative de ces limitations, car nous nous préparons souvent à l'échec en nous disant des choses comme « je ne suis pas assez intelligent pour gérer de l'argent » ou « c'est trop compliqué, je n'arrive pas à comprendre ». L'auteur observe que notre expérience de l'éducation financière est souvent à l'origine de ces insécurités. Malheureusement, l'éducation financière que la plupart des gens reçoivent est lamentablement insuffisante. Les écoles se soucient davantage de nous bourrer l'esprit d'équations algébriques que de nous apprendre ce qu'est un score de crédit, et nos parents peuvent se sentir tout aussi perdus que nous en ce qui concerne la gestion de l'argent, donc ils sont mal équipés pour nous enseigner eux-mêmes. Selon l'expérience de l'auteur, ce manque d'éducation met en évidence un effroyable clivage social qui pourrait être résolu si nous voulons améliorer notre accès à l'éducation financière. Au cours de ce résumé, nous utiliserons l'expérience personnelle de l'auteur en tant que banquier d'investissement pour illustrer la différence entre ce que les personnes riches et pauvres enseignent à leurs enfants à propos de l'argent. Explorez vos motivations financières. L'expérience de l'auteur lui a montré que quand il s'agit d'argent, les gens sont motivés par l'avidité ou la peur. Nous ne sommes pas toujours conscients de ces sentiments, mais si nous ne faisons pas d'efforts conscients pour réfléchir à la manière dont nous gérons notre argent, ces émotions peuvent instinctivement guider nos décisions. Pour mettre cette théorie à l'épreuve, l'auteur nous invite à imaginer un scénario hypothétique. Supposons que vous veniez de commencer un nouvel emploi avec une énorme augmentation de salaire. Cela semble génial, n'est-ce pas? Mais c'est la prochaine étape, celle de décider quoi faire de cet argent, qui déterminera à quel point votre avenir financier sera radieux. Alors que pensez-vous qu'il faudrait faire? Devriez-vous acheter une nouvelle maison et la rendre aussi proche que possible de la maison de vos rêves? Devriez-vous acheter une nouvelle voiture, des vêtements plus chers ou d'autres accessoires à la mode qui rendraient votre vie plus glamour? Ou devriez-vous investir dans quelque chose comme des actions et des obligations? Les recherches de l'auteur indiquent que c'est là que le clivage social entre vraiment en jeu. Les riches enseignent à leurs enfants à conserver leur richesse, même si cela signifie la redistribuer un peu en investissant dans des actions. Les personnes qui font ce choix comprennent qu'en investissant un peu de leur richesse à court terme, ces investissements leur rapporteront de l'argent à long terme. C'est pourquoi c'est un bon choix. Cependant, les personnes ayant moins d'éducation financière sont moins susceptibles de faire des choix qui assureraient un avenir financier solide pour elles-mêmes. Alors que les parents aisés enseignent à leurs enfants que les investissements sont une option très réelle et viable, d'autres personnes manquent de cette sorte de confort avec les actions et les obligations. Pour ceux qui n'ont pas grandi dans la richesse, les actions semblent presque aussi fictives et irréalistes que les licornes. Ces personnes pourraient ne pas connaître grand-chose aux investissements, par conséquent, se sentent mal à l'aise avec ce sujet. Elles pourraient ne pas savoir ce qui constitue un bon investissement et pourraient craindre que l'investissement les fasse perdre de l'argent. Donc, dans une tentative craintive de protéger leur argent, elles le dépensent pour des choses plus tangibles comme des biens immobiliers et des voitures. Ces achats pourraient être tape à l'œil et sympas, mais contrairement aux investissements, votre nouvelle maison ou votre nouvelle voiture ne vous rapportera jamais d'argent. En fait, ils absorbent simplement votre nouvelle richesse tout juste acquise. C'est pourquoi la principale leçon à retenir de ce chapitre est d'éviter de céder aux tentations courantes qui submergent les personnes financièrement ignorantes. Vos sentiments pourraient vous dire qu'une nouvelle maison est un meilleur achat, mais les sentiments peuvent mentir. Donc, si vous voulez acquérir et maintenir votre richesse, il est important d'identifier les facteurs émotionnels qui motivent votre relation avec l'argent, puis d'apprendre à les ignorer. Au lieu d'écouter vos sentiments, remplacez-les par des connaissances qui peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées sur vos finances. Dans les 2 prochains chapitres, nous examinerons l'éducation financière dont vous avez besoin et qui n'a jamais été enseignée à l'école. Qui veut être millionnaire? Si vous demandiez à une personne moyenne dans la rue cette question, pratiquement tout le monde répondrait oui, j'aimerais être millionnaire. Cependant,
L'auteur observe que posséder une somme d'argent excessive peut être plus problématique que vous ne le pensez. C'est parce qu'il est beaucoup plus facile de devenir millionnaire que de rester millionnaire. Eh bien que nous ayons tendance à conceptualiser $1 million comme une somme d'argent infinie, la vérité est tout autre. Supposons que vous avez vraiment $1 million. Vous en dépensez au moins la moitié pour une maison de luxe, plus encore pour une voiture de luxe, et un peu plus pour des vêtements de créateur pour correspondre à votre nouveau style de vie. Maintenant, une part écrasante de votre somme d'argent infinie est partie. Comment allez-vous payer votre prêt immobilier? Comment allez-vous payer l'assurance ou les réparations de votre voiture luxueuse? Comment allez-vous suivre vos nouveaux amis de haute classe? Que ferez-vous lorsque quelque chose se cassera dans votre maison? Les auteurs observent que les millionnaires autodidactes qui conservent leur épargne réussissent parce qu'ils ont anticipé ces dilemmes et planifié en conséquence. Certes, il existe de nombreux jeunes millionnaires autodidactes et célébrités qui sont heureux d'étaler des liasses d'argent et qui dépensent leur argent pour maintenir leur train de vie. Cependant, ce sont les gens qui épuisent rapidement leur argent. En revanche, les millionnaires qui font peu d'achats coûteux et contrôlent soigneusement leur budget peuvent conserver leur richesse pendant longtemps. Les recherches de l'auteur indiquent que de nombreux millionnaires ont suivi cette stratégie longtemps avant d'atteindre leur statut de riche. En fait, les stratégies d'économie de bout de chandelle qu'ils ont employées sont si accessibles que pratiquement n'importe qui pourrait les utiliser pour devenir autodidacte. Voici comment ça fonctionne: commencez par simplement éliminer tous les achats dont vous n'avez pas besoin. Les choses que nous achetons peuvent être différentes pour chacun, mais la logique est la même. À un moment donné ou à un autre, tout le monde s'est dit ce n'est que $5, $10 ou $15, ça ne fait pas de mal de dépenser un peu. Mais chaque fois que nous utilisons cette logique et dépensons un peu plus pour quelque chose dont nous n'avons pas besoin, nous jetons un peu plus d'argent par la fenêtre. Et si nous répétons ce processus plusieurs fois par mois, nous avons jeté des centaines de dollars avant même de nous en rendre compte. Mais que se passerait-il si nous gardions ces petites sommes d'argent chaque fois à la place? Que se passerait-il si nous les économisions et les mettions de côté? En économisant soigneusement sur une longue période, les auteurs affirment qu'il est facile de mettre de côté suffisamment d'argent pour devenir autodidacte. En fait, contrairement à l'opinion populaire, vous n'avez pas besoin de gagner un salaire à 7 chiffres pour commencer. Vous n'avez même pas besoin d'un salaire substantiel. Vous pouvez créer une fortune simplement en fixant un objectif, en respectant un budget et en économisant de l'argent chaque mois. Comment faire des investissements intelligents? Dans le chapitre précédent, nous avons examiné les stratégies de succès financier d'un millionnaire autodidacte moyen. Cependant, bien que l'économie d'argent sur une période de temps soit cruciale pour le succès financier, la réalité est que ce n'est pas ainsi que la plupart des millionnaires ont fait leur argent. La plupart des gens riches accumulent leur fortune en investissant dans des actions, et comme il s'agit d'un sujet que de nombreuses personnes ne connaissent pas, nous allons consacrer ce chapitre à en apprendre davantage sur les actions et les investissements. Commençons par un peu de terminologie pour comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif est un investissement qui vous aidera à gagner plus d'argent, comme posséder des actions d'une entreprise comme Apple ou Google. Un passif, en revanche, est un investissement qui vous coûtera de l'argent, comme une voiture de sport flashy que vous ne pouvez probablement pas vous permettre. De même, une maison est souvent considérée comme un actif, mais c'est en réalité un passif important, car vous y versez constamment de l'argent, que ce soit à cause de l'hypothèque ou des réparations, des rénovations et de la décoration. Posséder sa propre maison est plus un puits d'argent que les gens ne le pensent. Maintenant que nous avons examiné certaines terminologies et idées fausses courantes, plongeons et apprenons en plus sur la réalisation de placements intelligents. Tout d'abord, examinons ce qu'est vraiment un investissement. L'investisseur renommé et PDG Warren Buffett définit l'investissement comme le processus de dépenser de l'argent maintenant pour en recevoir plus dans le futur. Maintenant que nous avons une définition solide de l'investissement, explorons le fonctionnement interne du marché boursier et comment y investir. Commençons par cette explication simple et accessible de l'analyste financier professionnel Chad Langagé. Pour comprendre le marché boursier, nous devons d'abord savoir ce que sont les actions. Langagé fournit une définition simple des actions. Les actions ou parts d'une entreprise représentent la propriété de l'entreprise, ce qui donne aux actionnaires des droits de vote ainsi qu'une réclamation résiduelle sur les bénéfices de l'entreprise sous forme de gains en capital et de dividendes.
Les bourses de valeurs sont des endroits où les investisseurs individuels et institutionnels se réunissent pour acheter et vendre des actions. De nos jours, ces échanges existent sous forme de places de marché électroniques. Les prix des actions sont fixés par l'offre et la demande sur le marché, lorsque les acheteurs et les vendeurs passent des ordres. L'écoulement des ordres et les écarts entre les offres et les demandes sont souvent gérés par des spécialistes ou des teneurs de marché pour assurer un marché ordonné et équitable. Maintenant que nous en savons plus sur l'investissement dans les actions, nous pouvons aller plus loin et acquérir une meilleure compréhension du marché boursier et de son fonctionnement. L'engagé ajoute que les prix des actions sur un marché boursier peuvent être fixés de plusieurs manières, mais la manière la plus courante est par le biais d'un processus d'enchères où les acheteurs et les vendeurs passent des offres pour acheter ou vendre. Une offre est le prix auquel quelqu'un souhaite acheter, et une offre est le prix auquel quelqu'un souhaite vendre. Lorsque l'offre et la demande coïncident, un échange est effectué. Le marché global est constitué de millions d'investisseurs et de traders qui peuvent avoir des idées différentes sur la valeur d'une action spécifique et donc sur le prix auquel ils sont prêts à l'acheter ou à la vendre. Les milliers de transactions qui ont lieu lorsque ces investisseurs et traders convertissent leurs intentions en actions, en achetant ou en vendant une action, causent des fluctuations minute par minute sur le marché. Au cours d'une journée de négociation, une bourse fournit une plateforme où de telles transactions peuvent être facilement effectuées en mettant en correspondance acheteurs et vendeurs d'actions. Pour la personne moyenne, pour avoir accès à ces bourses, elle aurait besoin d'un courtier en actions. Ce courtier en actions agit comme intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Pour la plupart des gens, obtenir un courtier en actions est généralement accompli en créant un compte auprès d'un courtier au détail bien établi. Cette explication nous aide à comprendre comment fonctionne le marché boursier et comment la personne moyenne peut acheter et vendre des actions. Cependant, ces informations ne nous disent pas pourquoi quelqu'un voudrait investir dans le marché boursier. Si c'est si compliqué et instable, pourquoi quelqu'un voudrait-il y investir de l'argent ? La réponse courte est que lorsque vous faites des investissements intelligents, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. L'engagé explique que de nombreuses études ont montré que sur de longues périodes, les actions génèrent des rendements d'investissement supérieurs à tous les autres types d'actifs. Les rendements des actions proviennent des gains en capital et des dividendes. Un gain en capital se produit lorsque vous vendez une action à un prix plus élevé que celui auquel vous l'avez achetée. Un dividende est la part des bénéfices qu'une entreprise distribue à ses actionnaires. Les dividendes sont un élément important des rendements des actions. Depuis 1956, les dividendes ont contribué à près d'un tiers du rendement global des actions, tandis que les gains en capital ont contribué aux 2/3. Alors que l'attrait d'acheter une action similaire à l'une des entreprises de la liste FAN, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, à un stade très précoce peut sembler alléchant, en réalité, de tels coups de maître sont rares. Les investisseurs qui veulent viser le grand jeu avec les actions de leur portefeuille doivent avoir une plus grande tolérance au risque, car ils chercheront à générer la majeure partie de leur rendement à partir des gains en capital plutôt que des dividendes. D'autre part, les investisseurs conservateurs qui ont besoin du revenu de leur portefeuille peuvent opter pour des actions qui ont une longue histoire de paiement de dividendes substantiels. Cette explication nous aide à comprendre les rouages internes du marché boursier, pourquoi les gens investissent dans les actions et pourquoi faire des investissements intelligents est la clé pour construire votre propre fortune. Enfin, nous pouvons voir comment un manque de connaissances financières peut constituer un obstacle significatif dans la quête d'une personne pour réaliser des investissements intelligents et bâtir une fortune personnelle. Puisque la connaissance interne du marché boursier est commune à de nombreux parents aisés, ils sont en mesure de transmettre ces connaissances à leurs enfants et de les encourager à se sentir à l'aise avec le marché boursier. Par conséquent, l'auteur affirme que tout le monde, quel que soit son milieu socio-économique, devrait posséder ces connaissances s'il souhaite cultiver le succès financier. Pour récapituler, l'expérience personnelle de l'auteur lui a montré que le clivage socio-économique entre les parents riches et pauvres a créé une disparité dans l'éducation financière. Les parents aisés sont à l'aise avec les rouages internes du marché boursier et la gestion de la richesse, et ils transmettent ces connaissances à leurs enfants en leur donnant les outils pour construire un avenir financier solide. Les enfants de parents pauvres manquent de cette éducation et en souffrent en conséquence. L'auteur utilise donc son expérience pour élaborer une feuille de route vers le succès financier en expliquant les bases du marché boursier, en identifiant la différence entre un actif et un passif, et en fournissant des exemples d'investissements intelligents. Merci d'avoir écouté ce podcast.
N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos passionnantes.